Yaurana Anege et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. La culture polynésienne est traditionnellement transmise par voie orale, mais depuis l'ère moderne, les contes et les légendes polynésiennes se partagent à travers des livres destinés aux plus jeunes. Explorons ce monde avec d'un côté Robert Koenig, éditeur de Hairipo, et Sidelia Guirao, autrice et scénariste. Yarana. Yorana. Et de l'autre, un frère et une sœur, Rarahu Flore et Moirani Flore, respectivement autrice et illustrateur de Pi'ihoro, les aventures de Tivei et Here. Yarana. Robert, je vais commencer avec toi. Comment est-ce qu'on définit ce terme, la littérature jeunesse? Qu'est-ce que c'est? J'avoue que c'est très très difficile. Littérature, c'est facile. C'était lié à l'écriture, aux lettres, bien entendu. Jeunesse, je pense que tout le monde a été jeune, tout le monde sera jeune très très longtemps, et donc c'est difficile. Mais je dirais que littérature jeunesse, peut-être c'est un des premiers contacts que les jeunes enfants peuvent avoir avec la littérature. Bien sûr, c'était l'objectif de la question, puisque les livres jeunesse, tout le monde sait ce que c'est. Par contre, est-ce qu'il y a des spécificités locales par rapport à ces livres destinés aux jeunes? Pour Hairipo, la spécificité locale, c'est dans quelle langue? En quelle langue est-ce qu'il faut s'adresser aux jeunes? Est-ce que c'est en français, bien entendu? Est-ce que c'est en tahitien? C'est tout à fait évident. Pourquoi ne pas le faire en marquisien ou en Paumotu ou en langue de Mangareva? Pourquoi pas? Je crois que c'est ça la spécificité d'ici. Le fait qu'il y ait plusieurs langues avec lesquelles on peut s'adresser aux enfants. Il faut respecter toutes ces langues, bien entendu, et en même temps donner la chance à ceux qui racontent de belles histoires et à ceux qui font de beaux dessins. Et on y reviendra sur cette question de la langue un peu plus tard. En attendant, Sidelia, Cajou et Pipelette, ou même toutes les œuvres théâtrales que tu fais avec les extraordinaires de Tahiti, qu'est-ce qui finalement t'a inspiré à écrire pour la jeunesse? Moi, on va dire que je livre une bataille dans la littérature jeunesse. C'est celle de prôner l'imaginaire et de faire en sorte que les enfants puissent travailler leur imaginaire comme on travaille la mémoire, comme si c'était un muscle, parce que je suis convaincue que les enfants qui ont de l'imagination arrivent par la suite à se sortir de situations quand ils sont adultes, en mettant des choses ensemble et en imaginant les solutions en fait. Pour moi, l'imaginaire permet par la suite de trouver des solutions aux problèmes d'adultes. Et je sais qu'en ce moment, il y a quand même un mouvement, en tout cas pour les sociétés avec lesquelles je travaille, de restreindre un peu cet imaginaire comme si c'était, on va dire, c'est pas utile. D'accord, on va faire des choses pédagogiques, écologiques, historiques. Et c'est toujours apprendre, de manière à laisser totalement de côté ce travail sur l'imaginaire qui en réalité est essentiel à l'adulte. Et ça, j'en suis convaincue. Donc c'est la bataille que je fais à travers mes œuvres. Est-ce que cet imaginaire, c'est aussi ton fer de lance aux prochaines écritures que tu vas faire, aux prochains livres, que tu vas faire en 2025? Oui, après, quand on a un bébé comme ça, on va dire quand on a un message à faire passer, on devient artiste parce qu'on a quelque chose à dire. Et cette bataille, j'ai essayé de la livrer par différents moyens. Je suis passée par le dessin animé, qui ne m'a pas convaincue dans cette possibilité de déployer l'imaginaire, parce qu'en fait, il y a déjà de l'image. C'est pas tant ça, c'est qu'il y a énormément de contraintes, de sujets auxquels on a le droit de parler, en fait. La télé, il y a beaucoup de sujets qui sont interdits. En réalité, tu n'as pas le droit de dire tout ce que tu veux, et encore moins quand il s'agit d'enfants. Parce que ils peuvent avoir des lettres de parents, il peut y avoir des pots de plainte, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Du coup, on va dire qu'on va avoir une liste de 70, 80 sujets desquels on peut parler. J'ai perdu Doudou mon premier jour d'école, j'ai fait pipi au lit, mes parents divorcent. Voilà, tous ces sujets-là, on va les écrire. Et tous les autres qui sortent un peu de ce carcan, qui peuvent être, on peut remplacer un objet par une expérience, tout ça qui sort un peu de l'ordinaire, très souvent on est restreint, on dit non, ça va pas passer. Si je dis on va casser une clôture pour que les enfants ils ont un plus grand jardin entre deux voisins, non, t'es communiste. Enfin, il y a des choses comme ça qui font que il y a des sujets dont on ne peut pas parler. Ah oui, d'accord. Donc au final, je suis arrivée un petit peu à me dire que dans le dessin animé, je ne vais pas réussir à aller au bout de ce que je veux faire, à délivrer mon message. Alors, on y reviendra, tous ces messages que vous voulez transmettre au travers de la littérature jeunesse, mais on va avant tout terminer notre tour de table avec, de l'autre côté, un frère et une sœur, comme je l'ai dit dans mon introduction, Rarahu, qui est autrice, et Moirani, qui est illustrateur du livre Pi'ihoro, les aventures de Tivei et Here.
Et puis, j'allais te poser, Rarahu, la question sur la genèse, mais apparemment, il faut que je me tourne plutôt du côté de Mouirani. Une partie, voilà, c'est lui qui va commencer, puis après je prendrai le relais. Magnifique. Donc, Mouirani, comment est-ce que ça a commencé cette aventure? Alors, à la base, du coup, je suis pas du tout illustrateur. Enfin, j'ai jamais fait de livre, donc c'était le premier livre qu'on a fait ensemble. Et c'était quelque chose d'inconnu pour moi que je connaissais pas. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans cette aventure parce que je voulais faire quelque chose de différent. À la base, je suis formateur, mais voilà, j'étais assez restreint dans ce que je devais faire. Donc, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans quelque chose que je connaissais pas du tout, c'est-à-dire faire un livre. Et du coup, ma sœur, moi, je sais, voilà, j'écris pas. Je suis bon en dessin, mais je n'écris pas. Donc, je me suis tourné vers ma sœur, je lui ai demandé, du coup, ma sœur, tu veux pas qu'on écrive un livre? Et puis elle m'a dit, oui. Et Allez, voilà. pourquoi pas? Oui, tout simplement. Comment ça s'est passé la suite? Après, on a débriefé ensemble, on a fonctionné vraiment en brainstorming. On avait des idées de départ qu'on a échangées. Et c'est dans ce jeu de ping-pong qu'on a construit la trame et la structure de Pihoro, les aventures de Tivei et Here. On voulait vraiment écrire dans un environnement qui rappelle l'enfance, dans une sorte de bulle suspendue dans le temps, avec des personnages qui seraient un frère et une sœur, et à qui il arrive des aventures un peu fantastiques. Même voire très fantastique. Alors, Pihoro, c'est un livre qui est nouveau, on va dire, mais personnellement, Robert, j'ai grandi avec des livres comme La légende des trois cascades, Ce petit curieux de Margouilla et tellement d'autres livres. Comment est-ce que, justement, ces œuvres sont devenues presque irremplaçables, finalement, pour cette jeunesse polynésienne? Moi, je crois que c'est grâce à leurs parents, parfois, pas toujours, pas assez, et souvent à l'école. Et c'est ça, mon expérience des salons du livre. Lorsque les profs viennent avec leurs élèves, je dirais qu'on voit qu'il y a deux types de gosses, deux types de jeunes. Il y a ceux qui ont l'habitude des livres et ceux qui ne l'ont pas. Ceux qui ne l'ont pas, c'est simple. Quand ils veulent tourner les pages, ils ne savent pas qu'une page se tourne. Ils font glisser la page. C'est-à-dire, c'est l'habitude de leur smartphone, de leur tablette, etc. Ou c'est l'habitude de la photocopie. On fait glisser et ça n'a pas d'importance. Un livre, il est constitué de pages qui se tournent respectueusement et c'est très intéressant de voir les réactions des gosses qui tournent les pages des livres et parfois le prof qui dit « ne touche pas au livre » alors que en réalité, un livre, ça se touche, ça se sent, bien entendu. Je me tourne vers toi, Sidélia. Est-ce que tu trouves justement, comme vient de le dire Robert, que peut-être les jeunes, ils perdent cette volonté, cette envie de vouloir toucher ces pages? De toucher les pages, je dirais pas qu'il y ait cette... je pense que quand on a un beau livre avec des belles illustrations, on est toujours tenté comme un objet curieux de le visiter, tu vois. S'il y a un objet beau, avec des paillettes, on vient le toucher, on le manipule, Donc je suis pas certaine. Maintenant, c'est vrai que si un enfant n'a pas grandi entouré de livres, l'objet ne va pas l'intéresser plus que ça s'il n'a pas cette beauté à côté du beau livre en fait. Alors la volonté de lire des enfants, la volonté de lecture, cette envie de lecture, ça passe avant tout par les parents qui devraient donner... être entouré de livres, oui. Je pense que même dans une classe, il faudrait être entouré de livres. Il faut que le livre soit toujours là à disposition, voilà, comme un ami, qu'on peut... Parce que c'est ça au final, une lecture aussi. C'est-à-dire que quand on va pas bien, quand on a envie de se changer les idées, de voyager d'une manière ou d'une autre, le livre, c'est ton meilleur ami. C'est lui qui va... Il n'y a pas besoin de budget pour voyager, il n'y a pas besoin de lui demander son avis. Il y a pas... Si tu as une bibliothèque avec des beaux livres comme ça, et puis des appels, 20 000 lieues sous les mers, des choses comme ça, les révoltés du Bounty, je sais pas, peut-être qu'il y a une curiosité qui est là et qui fait, tiens, je vais regarder quand même. Mais à notre époque, c'est vrai que les illustrations comptent énormément. Parce que c'est d'abord le visuel, les enfants sont trop habitués au visuel. Et ils ont besoin que le livre soit beau, attirant. On est dans le marketing, on est une époque de marketing. Donc d'abord, il doit être beau et attirant. C'est quelque chose qui va peut-être changer par rapport aux générations d'avant, je pense. Alors je vois que Mouirani, tu voulais réagir, je te voyais réagir par rapport aux illustrations. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Les illustrations, les images, maintenant, on peut pas vivre, on peut pas faire sans. Parce qu'on est entouré d'écrans et entouré de tablettes et de téléphones. Et oui, c'est important, mais après, il faut faire attention aussi à ce qui est montré. Mais oui, c'est très important, le visuel, ça compte beaucoup, en tout cas. Ouais. Si on va dans l'intérieur... Oui, Robert, je voulais dire simplement, c'est le contact, c'est-à-dire il faut que le gosse, et n'importe qui, l'adulte aussi, ait le temps et l'espace pour lire un peu en paix.
pour pouvoir s'isoler. Et je crois que nous autres, nous n'avons pas toujours le temps, nous ne prenons pas toujours le temps pour le faire, et les enfants ont besoin de temps pour le faire. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une vie qui va toujours à 10 000 à l'heure. Rarahou, on va rentrer dans ces livres, finalement. Essayer de donner l'envie à ses enfants ou à ses parents d'ouvrir des livres. De ton côté, qu'est-ce que vous avez voulu partager avec ton frère? Qu'est-ce que vous avez voulu partager? L'essence des légendes polynésiennes, des valeurs polynésiennes? En fait, c'est notre petite pierre. Désolé. C'est notre petite pierre à l'édifice de la transmission d'un patrimoine qui prend ses racines dans les légendes. Mais pour nous, dans notre histoire, c'était les légendes que nous racontaient nos grands-parents, nos grands-mères, nos mamans. Et c'est exactement ce que nous avons voulu montrer dans le livre, c'est de transmettre ces légendes que nous avons reçues à un public plus jeune. Donc voilà, dans cette idée de transmission-là. Désolé. Pas de souci. Sidélia, comment est-ce qu'on fait finalement pour choisir les leçons de vie? Parfois c'est le cas dans des livres, les leçons de vie que l'on veut exposer. Est-ce que c'est parce que ça nous touche personnellement? Est-ce que c'est parce que c'est dans l'air du temps? Comment est-ce que vous faites? Il y a, je pense, pour chaque auteur, il y a quand on écrit un scénario de film, on va dire, ou quand on écrit une histoire, on travaille un peu sur le personnage en amont, et il y a quelque chose qui s'appelle la blessure secrète. C'est quelque chose qui s'est passé dans le passé du personnage et qui l'a touché suffisamment pour agir sur sa vie, pour qu'il fasse ses choix de vie, pour bâtir ses relations avec les autres. Et je crois qu'on a chacun de nous une blessure secrète aussi en tant qu'artiste en fait, et qu'on le veuille ou non, on écrit toujours un peu sur le même sujet qui nous tient à cœur, qui vient de cette blessure secrète. Et je pense que ça vient de là en fait. La raison pour laquelle on va se battre, ce message qu'on a envie de faire passer, il vient de cette blessure secrète. Après, il y a toute une ramification autour. Mais en réalité, si on recherche, c'est toujours la même chose. Parce que tant qu'on n'a pas fait passer le message tel qu'on le voudrait, je pense qu'il est encore là. Je pars quand c'est un projet vraiment personnel. Après, quand on est du métier, on a beaucoup de travail de commande. Et là, c'est encore autre chose. D'accord, je parle vraiment de projet personnel. Robert, tu remarques ces leçons de vie, ces messages que les auteurs veulent partager dans les livres que tu édites? Mais lorsque les auteurs ou les illustrateurs viennent trouver un éditeur, c'est parce qu'ils ont quelque chose à partager. Et l'éditeur, il dit, il faut respecter ton choix, bien entendu, mais peut-être on pourrait ajouter quelque chose. Par exemple, il y a un auteur qui propose un livre à colorier. Bon, les images sont belles, les couleurs que vont mettre les enfants et les grands-enfants seront certainement belles, mais qu'est-ce qu'on pourrait ajouter en plus? On dit, c'est un objet qui vient d'ici, une fleur, un fruit, une maison. Est-ce qu'il ne faudrait pas pouvoir le dire en tahitien, en marquisien, en français, en anglais? Ça, c'est le choix de l'éditeur. C'est-à-dire faire en sorte qu'il faut dépasser un tout petit peu le souci de partage de l'auteur et de l'illustrateur. Il faut aller un tout petit peu au-delà en pensant à ce que va faire celui qui achète le livre. Dans tes propos, on entend beaucoup depuis tout à l'heure cette importance de la langue. Et la langue, c'est la représentation de la culture. Tu penses que la culture a vraiment cette importance dans la littérature jeunesse, dans la transmission peut-être, la sensibilisation? C'est pas important, j'allais dire, c'est indispensable. Je dirais, ta question est tout à fait étonnante parce que c'est tellement évident. Je veux dire, c'est évident qu'il y a une richesse extraordinaire. Et je veux dire que quand on commence à partager, il faut partager entièrement. C'est-à-dire qu'un livre, c'est ce qui donne un autre horizon à l'enfant. Et moi, je crois que c'est cet horizon qu'il faut qu'il ait dans ces langues. Par exemple, j'ai un livre qui est ici devant moi. Quand on parle de littérature jeunesse, Le Petit Prince. C'est un des symboles de la littérature jeunesse. Et ici, on l'a traduit en tahitien. On l'a aussi traduit en marquisien, en Omutu. C'était important pour toi et pour les traducteurs de vouloir... C'était hyper important. D'abord, Le Petit Prince s'adresse aux enfants et aux grands-enfants, bien entendu. Je veux dire, on n'oublie jamais son enfance en regardant ça. Mais la question de la culture, elle est vraiment bien posée. Cette histoire, elle se passe dans le Sahara. Nous vivons dans des îles hautes ou dans des îles basses. Et c'est très différent du Sahara. Et puis, il y a des métiers qui ont disparu. Par exemple, allumeur de réverbères. Bon.
Ça, c'est quelque chose qui existait peut-être au XXe siècle en Europe ou en Occident. Mais comment le dire en Paumotu? Comment le dire en marquisien? J'étais en train d'y réfléchir, je ne sais pas comment le traduire là. Et heureusement que le renard, c'est-à-dire cet animal extraordinaire avec lequel le petit prince va jouer, va nouer son amitié. Mais heureusement que le mot renard, on le trouve dans toutes les langues que je viens de citer, parce qu'il existe, il a déjà été traduit dans la Bible. Alors Robert, cette histoire de culture finalement est importante dans ces livres jeunesse polynésienne. Est-ce que Rarahu, c'est un petit peu la même chose pour vous? Vous avez voulu transmettre le mana, cette force polynésienne dans Pihoro? Oui, c'est bien ça. En fait, comme je disais, on est autrice et illustrateur de quartier et on a écrit sur notre commune. Et en fait, Pihoro a une place dans la commune de Papenho. Il y a une rivière qui porte son nom. Et ça permet de connaître son territoire. Et au travers de cette histoire, nous avons aussi transmis sa légende. Donc, intéresser les enfants qui découvrent le livre, et surtout des enfants de Papenho dans une école, à être fiers de leur commune, à la redécouvrir dans un livre illustré. C'est très, très important, effectivement, de transmettre ça. Ce principe de Taura, parce que le Pihoro est un Taura, un esprit gardien. Donc oui, c'est important, bien sûr. Et ça fait partie de la démarche pour l'écriture de Pihoro. Et Moirani, comment est-ce que ça se passe vis-à-vis de l'illustration? Comment est-ce qu'on illustre tout ça, cet esprit gardien, par exemple, ce taura, cette force, ces valeurs culturelles? Alors, pour illustrer le taura, enfin, Pihoro, c'était pas compliqué, mais c'est plus dans l'idée du livre. C'est les endroits comment dans le livre, en fait, ils existent vraiment. Donc, ça parle aux gens de Papenho surtout, parce que ça se déroule à Papenho. Et du coup, les endroits qui sont illustrés dans le livre existent vraiment, vous pouvez aller les voir, notamment le bassin à côté de la plage, la grande plage de Veipihoro. Et rien que ça, c'est vraiment faire typiquement un livre destiné au public polynésien. Et non seulement dans les illustrations, mais aussi grâce à l'écriture de ma sœur, quand elle écrit, ou les dialogues entre le frère et la sœur, c'est pas des dialogues qu'on va retrouver, on va dire, dans les livres conventionnels en France. C'est vraiment du dialogue polynésien, on va dire, voilà, à Tahiti, quand ils parlaient, voilà, quand les jeunes parlaient entre eux. Voilà, je me retrouvais totalement dans ces propos. C'était rigolo. Voilà, un dialogue rigolo. Voilà, je suppose que vous êtes inspiré de vos dialogues entre vous. Un peu, ouais, un peu, oui et non, mais ouais, voilà, c'était surtout tout ce qu'on a vécu, notre enfance, voilà, un mélange de nous deux, voilà, donc tout ça. Donc oui, c'est important et c'est ce qu'on a voulu. C'est pas entièrement nous, c'est nous, ce sont les élèves que j'ai par exemple. On s'inspire de différents enfants. Il n'y a pas que nous, en fait. Ces personnages ne sont pas nous. Ils sont cette espèce d'hybridation de différents caractères, différents élèves, différents enfants qu'on aura rencontrés dans nos carrières, dans nos vies respectives. Hein. Je reviens sur ce que Moirani disait et qui est très intéressant vis-à-vis de ces discussions qui ne sont pas forcément conventionnelles, qu'on peut retrouver dans des livres en France. Et je me tourne vers toi, Sidélia. On va prendre l'exemple de la légende du Ourou. Le papa, on le connaît, hein, ce sacrifice transforme en Tumuru, excusez-moi, je résume très grossièrement, et finalement il nourrit ses enfants avec son corps. Et bien on m'a rapporté que certaines familles françaises ont été un peu choquées d'avoir lu cette légende. Tu penses que les légendes polynésiennes ne sont pas forcément adaptées à tous les lecteurs? C'est un manque de culture de la part des gens qui ont lu la légende alors, hein, plutôt, parce que il y a beaucoup de légendes partout dans le monde qui peuvent être perçues comme violentes ou même la Bible. Hein. Enfin, si on part de là, il y a tous ces univers de légendes, de mythes sont toujours un petit peu violents. Et puis, je ne sais pas comment. Moi, je suis la 3e génération à Tahiti, donc c'est vrai que moi-même, des fois, j'ai du mal à comprendre certaines réactions de Popa vis-à-vis de certaines choses. On va dire que les Français comme moi sont un petit peu en décalage entre les cultures. Donc je ne saurais pas réellement répondre à ta question, mais à la base je trouverais ça étrange d'être choqué de légendes. C'est juste qu'il y a, je pense, une méconnaissance des légendes mondiales parce qu'elles sont toutes assez corsées. Et je vois que Rarahu voulait rebondir. Oui, non, mais je suis d'accord avec Sidélia, c'est que la métamorphose fait partie de la mythologie, des mythologies en fait. Donc c'est assez étonnant cette remarque d'avoir été choqué par cette métamorphose. Oui, aussi, et puis nourrir, tu vois. Ouais. Ça fait partie de différentes légendes. Tu penses qu'il y a des thèmes qui ne sont pas forcément adaptés à d'autres cultures et sont adaptés ici en Polynésie française? Non, je pense que tous les thèmes peuvent être abordés, la manière dont on les raconte, la manière dont on les illustre.
tous les thèmes, en fait. Il y a des thèmes universels. Non, bien au contraire. Ceci dit, à une certaine époque, on voyait beaucoup plus de Yakari, d'Astérix et Obélix, de Boule et Bill, que de Pihoro. Robert, est-ce que tu penses qu'il y avait un manque de représentation polynésienne dans la littérature? Est-ce que ça change? Est-ce qu'aujourd'hui, les choses ont évolué? Moi, je pense que les choses évoluent avec la société, mais pour en revenir aux légendes qui peuvent choquer ou ne pas choquer, il faut simplement se rappeler que les histoires légendaires commencent « il y avait une fois » et ça se termine par ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, ce qui est une catastrophe. Je veux C'est les dire contes, uniquement les contes. Dans les contes à Robert. C'est une manière qui a été faite seulement à partir du 19e siècle, parce que le message des légendes et des légendes polynésiennes, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Je pense que la légende, elle est ouverte, elle donne un horizon, elle donne une manière de faire. Et je pense que, comme le disait ma collègue, l'imagination, quand on regarde Maui, qu'est-ce que c'est que Maui comme héros polynésien? C'est celui qui brave tous les interdits. Et il faut supposer que les enfants d'aujourd'hui auront le courage de braver un certain nombre d'interdits aussi. C'est ça la littérature jeunesse. Une chose qui évolue aussi et qui change, a peut-être étonné, c'est que je reviens sur Pihoro et je me tourne vers Moirani. L'illustration, c'est un style qui est très moderne, très presque 3D, qui nous rappelle finalement un petit peu les mangas. Est-ce que c'est des inspirations qui te sont venues pour l'écriture de ce livre? Alors voilà, le fameux style manga. C'est ça. Alors j'ai j'aime pas trop quand on dit style manga parce que généralement on utilise manga, on englobe plein de choses, alors que le manga c'est très spécifique à la BD japonaise, on englobe un peu le cosplay dedans, les animés et tout ça. Mais en revenant à mon style, on va dire que c'est un style universel qui s'est inspiré de beaucoup de, on va dire, animés japonais, effectivement. J'ai grandi avec Dragon Ball, Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac. Princesse Mononoke, tout ça, mais c'est un mélange plus de plein de choses. Voilà, mon style, c'est un mélange de ma vie, en fait, tout simplement. Et finalement, ce style ne fait pas perdre l'essence même polynésienne. Oui, voilà, après, j'adapte évidemment avec, du coup, notre sujet Pihoro, évidemment. Mais oui, c'est dans l'envie de faire, du coup, du moderne, avec, de faire aussi envie aux jeunes, surtout, de s'intéresser à la littérature. Donc oui, ça peut amener à ça et voilà. Oui, dans son travail, il y a une recherche des lieux, une recherche au niveau de la lumière, des atmosphères qu'il construit. Voilà. Alors bien devant le micro, s'il te plaît. Je disais qu'il y avait une recherche au niveau des lieux. Il va faire ses prises de vue. Il y a une recherche, un travail autour de la lumière en fonction de la durée ou du moment du jour. Donc voilà, ce n'est pas juste une illustration lambda. Il y a vraiment un travail de recherche de l'image juste derrière. Bien sûr, et de toute façon, comme on vient de le dire, ça n'enlève en aucun cas tout ce mana et cette identité culturelle. Non, ça reconstruit. Et puis pour revenir sur l'idée même de l'imagination, puisque c'est un petit peu le but finalement de la littérature, Sidélia, dans un autre support, tu utilises les pièces de théâtre et c'est justement ce que tu organises le 13 et le 18 décembre, un soir de souhait. Est-ce que ça permet d'explorer, d'imaginer? Alors là, on est carrément en plein dans le sujet parce qu'un soir de souhait, ce sont les personnages de la littérature jeunesse qui sortent des livres pour venir à votre rencontre. Donc il va y avoir Billy Bones de la chasse de l'île au trésor, il va y avoir la petite sirène, il va y avoir les fées des contes, il va y avoir, donc c'est tous ces personnages-là, l'enfant perdu de Peter Pan, donc à la fois on a le chapelier aussi d'Alice au pays des merveilles, donc on a tous ces personnages un peu de livres qui parlent, enfin à la fois on présente un peu leurs livres et puis ils ont tous une requête à demander aux enfants et on fait travailler les enfants sur l'imaginaire de ces livres-là également, la magie qu'on peut trouver dans ces livres. Et dans les pièces de théâtre que j'écris, elles sont toujours interactives. On demande toujours à l'enfant d'être dans l'action. D'accord ? C'est pas du tout des pièces de théâtre passives, ils ont toujours des choses à faire. D'ailleurs, 1 heure avant le spectacle, ils ont des missions dont ils vont se servir ensuite durant le spectacle pour aider les personnages, pour être vraiment actifs. Donc, on va dire que le propre des spectacles de théâtre que je crée pour les enfants, c'est ce côté aussi d'être actifs dans l'histoire. Ils vont agir avec l'histoire. On va rester dans l'imagination, les amis, pour cette fin
d'émission, puisque on va vous inviter à vous rapprocher des éditions Hayripo si jamais vous voulez vous procurer un des livres présents par exemple sur le plateau, de nos amis Mouirani Rarahu pour Pi'ihoro aux éditions Vent des Îles. Et puis n'oubliez pas, comme vient de le dire Sidélia, le rendez-vous du 13 au 18 décembre, un soir de souhait. Vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires sur les extraordinaires de Tahiti sur leur page Facebook. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci. Et n'oubliez pas, les amis, de cultiver votre imagination au travers des livres. On se retrouve, nous, demain pour une nouvelle émission à 17h. Bonne soirée sur TNTV, 18h. Vous connaissez la chanson Votre réveil à Tahiti. Maruru itotato farerira, trahoma parhana.